amitié et antipathie des fleurs entre elles. J'ai parlé des amours des fleurs, j'aurais pu également parler de leurs amitiés. Certaines plantes en aiment certaines autres, les recherchent, et de très loin tendent leurs rameaux vers elles, d'autres se fuient, et même quelquefois ne peuvent croître de compagnie. J'aurais pu faire remarquer aussi chez les plantes des habitudes de famille. Parmi les plantes grimpantes, le houblon s'enroule autour des branches en tournant dans le sens du soleil, tandis que le liseron et les grands haricots s'enroulent dans le sens opposé. Les pois, la vigne, créatures sans doute plus avancées, se tiennent à leur support par de petites mains nerveuses très prenantes. La capucine y procède autrement. De ses longs pétioles, ce sont en termes scientifiques les queues des feuilles, elle embrasse les branches dont on l'environne. L'œillet s'y enroule par l'extrémité de ses feuilles rubanées. On trouve des familles entières livrées à la mélancolie, de même qu'il y en a de joyeuses au regard. Il y en a d'inconstantes, qui changent de couleur selon les heures du jour, telles que le glaïeul changeant, l'hibiscus mutabilis, et même la Victoria Regina qui, en quelques heures, passe du blanc au rouge. On en voit de timides, d'ardentes, d'ambitieuses. Quelques-unes sont solitaires, et il y en a qui ne vivent que par sociétés nombreuses, etc., etc. Un esprit observateur réussirait peut-être à classer les plantes d'après leurs caractères moraux. Voyez de quelle manière charmante Linné caractérise les graminées. Les gramènes sont les plébéiens, les prolétaires, les pauvres et les paysans du règne végétal. Ils en sont la partie la plus simple, la plus nombreuse et la plus vivace. En eux est la vaillance et la force de ce règne. Plus on les maltraite, plus on les foule aux pieds, plus ils se renouvellent. Les fleurs mimes. Certaines plantes, douées du génie mimique, se plaisent à reproduire les choses et les êtres des autres règnes. Exemple, les mufliers, vrais mufles d'animaux, qui, même lorsqu'on les presse du doigt, vous ouvrent, comme des bêtes sauvages, une gueule effroyable. Le bec de grue, les aubergines, plante vulgairement appelée la poule qui pond, à cause de son fruit imitant parfaitement l'œuf de poule, par sa forme, sa grosseur et sa couleur. L'hélianthe ne craint pas d'imiter le disque du soleil. Une autre cynanthérée, inconnue à l'Europe et très rare dans les autres parties du monde, l'éclypte, imite le soleil éclipsé. La mandragore, par sa racine, reproduit la partie inférieure du corps humain. La famille la plus heureusement douée du don d'imitation est celle des orchis. Nous avons chez nous l'orchis nid d'oiseau, l'orchis mouche, un chef-d'œuvre. Dans les serres, on cultive l'orchis papillon, qui joue à s'y méprendre le rôle de l'insecte. Suspendu en l'air, au bout d'un long pédoncule qu'on aperçoit à peine, et agité par le moindre souffle, il semble voltiger çà et là. Voici maintenant l'orchis singe. Oh, moquerie de la nature! Voyez, cet autre représente un petit homme pendu. Ainsi, voilà les fleurs convaincues d'avoir joué la comédie longtemps avant Thespie. Les jeux de la nature. Il y a quelque temps en Normandie, un paysan crut apercevoir dans sa cour, au milieu de l'herbe, un joli serpent posé sur une plante singulière. L'ayant frappé d'un instrument qu'il tenait à la main, dans l'intention de le tuer, il reconnut que ce serpent n'était autre que la plante elle-même. C'était un chardon de marais, appelé ainsi, l'on ne sait pourquoi, car il ne se plaît guère que sur les lieux élevés. C'était, dis-je, un chardon de marais dont l'un des bourgeons à fleurs s'était horizontalement et en serpentant allongé de 6 à 7 mètres, pendant que d'autres petits bourgeons naissants et de forme sphérique figuraient un petit tas d'œufs sur lesquels était pesé le serpent. À première vue, il était difficile de n'y pas être trompé. Des dames, en l'apercevant,
poussèrent un cri d'effroi, et le célèbre physiologiste de Rouen, M. Pouchet, à qui il fut porté, crut y voir une énorme chenille. Savants et ignorants admiraient ce beau jeu de la nature, comme on eût dit autrefois. On se rappelle en effet qu'il y eut, au siècle dernier, de très vives discussions sur ces prétendus jeux de la nature à propos de la découverte de coquillages fossiles sur de hautes montagnes, découverte justement affirmée par Buffon et niée par Voltaire. En ce temps-là, les apparentes exceptions aux lois ordinaires de la création s'expliquaient encore par ce mot de quelques philosophes de l'Antiquité. Jeu de la nature. La nature avait donc, à l'égard des êtres vivants, des fantaisies tyranniques. Une telle solution répugnait aux hommes du XVIIIe siècle. Goethe, longtemps préoccupé de ce problème, écrivit en 1790 son livre des Métamorphoses des plantes, où il entrevoit si bien que la nature, joignant à des procédés d'une simplicité merveilleuse, quelques variantes aussi délicates que bien calculées, obtient des résultats diversifiés presque à l'infini. Les mêmes éléments, presque imperceptiblement modifiés dans leur agencement, lui servent à former un poil, une feuille, un pistil. Mais Goethe s'en tint aux métamorphoses normales. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, allant plus loin, étudia dans toute la série des êtres les métamorphoses anormales. Il voulut savoir si la nature, en laissant se former les monstres, manquait à ses propres lois. Il reconnut que, loin d'y déroger, ces exceptions apparentes en étaient une éclatante confirmation. L'unité organique, d'un bout à l'autre de la série, est telle que souvent on voit, chez les végétaux par exemple, les organes arrêtés ou exagérés dans leur développement se métamorphoser en d'autres organes, et parfois même tendre à des formes presque animales. Ce genre de phénomène, nous l'avons vu, se produit de façon normale chez quelques plantes, notamment chez les orchidées. Mais dans certains cas de tératologie, c'est-à-dire de monstruosité, on peut observer des reproductions analogues. C'est ainsi que le chardon en question, dévié, exagéré dans le développement de sa fleur, avait pris l'apparence singulière dont nous avons parlé. Mais, loin d'y voir le résultat d'un caprice ou d'un jeu de la nature, on n'y pouvait qu'admirer la régularité et l'identité des lois de formation végétale et animale. Ajoutons que les feuilles de ce chardon, ayant perdu leur forme ordinaire, représentaient une mousse très fine et très verte, au milieu de laquelle était blotti le petit serpent sur ses œufs. Les plantes voyageuses. Il y a des plantes qui tout doucement cheminent sous le sol et se déplacent chaque année de quelques millimètres. Les orchidées se promènent ainsi sans que rien les puisse réduire à l'immobilité. Mais ne vous effrayez pas, on a calculé la vitesse de leur marche et l'on s'est assuré que, pour parcourir l'espace d'1 kilomètre, il faudrait aux orchis environ 3000 ans. D'autres plantes, comme le fraisier, vont d'elles-mêmes en tous sens, autour d'elles porter leurs rejetons. La ronce s'élance au loin, se repique elle-même et produit de nouveaux buissons.